Je n'oublierai jamais l'odeur de Marseille ce matin-là. Normalement, cette ville vous accueille avec son parfum de sel, de pain frais et d'algues, si caractéristique de la Méditerranée. La joie de vivre que l'on ressent lorsque les pêcheurs nettoient leurs filets dans le vieux port est la marque de fabrique du sud de la France. Mais ce jour-là, dans les arrière-cours de la zone industrielle, une odeur bien différente me brûlait les poumons. Une odeur de pourriture, de déchets chimiques, et plus forte encore, cette odeur familière, l'odeur de l'arrogance. Je m'appelle Audrey Tautou. Quand la plupart des gens me voient en civil, marchant sur le quai avec mon café à la main, ils pensent que je suis une enseignante à la retraite, ou peut-être une femme au foyer seule dont les enfants sont partis à l'université. Ce matin-là, je portais un imperméable bleu marine ordinaire et un pantalon en toile confortable. Mes cheveux étaient légèrement ébouriffés par le célèbre Mistral de Marseille. Vu de loin, je n'avais rien de menaçant. C'était d'ailleurs toujours là que résidait leur plus grande erreur. Ils ne me jugeaient que sur leur apparence. Mais l'homme que j'ai croisé ce matin-là ne savait pas encore qui j'étais. Il ne voyait en moi qu'une femme curieuse qui se mêlait de ses affaires. Pourtant, j'étais l'une des plus hautes gradées de la marine française, la présidente de la protection maritime et de la lutte contre la pollution, l'amiral Audrey Tautou. Et ce matin-là, j'étais venue examiner un poignard empoisonné planté au cœur de la Méditerranée. L'usine s'appelait l'Avenir Chimique. Quel nom ironique, n'est-ce pas? Pas besoin d'être un expert pour comprendre que l'avenir qu'elle produisait était noir, collant et mortel. L'arrière de l'usine était construit sur des falaises abruptes donnant directement sur la mer. Les cartes officielles ne mentionnaient aucun déversoir à cet endroit. Sur le papier, tout était en ordre. Filtres, stations d'épuration, certificats de conformité aux normes de l'Union européenne, tout était parfait. Mais les changements thermiques que j'avais remarqués sur les images satellites et les plaintes des pêcheurs de la région, l'eau se réchauffe, les poissons meurent, racontaient une toute autre histoire. Je suis descendue de ma voiture et j'ai marché jusqu'à l'endroit où les clôtures métalliques au bord des rochers s'arrêtaient. Le vent soufflait fort. La magnifique couleur turquoise de la mer avait pris une teinte grisâtre malsaine dans la petite crique située sous l'usine. Et elle était là. Une énorme canalisation rouillée et illégale, elle serpentait entre les rochers et déversait un liquide sombre et épais à environ 3 mètres de profondeur. La vue m'a donné la nausée. Ce n'était pas seulement un crime contre l'environnement, c'était une attaque contre les eaux que j'avais juré de protéger. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai commencé à enregistrer. La couleur de l'eau, l'emplacement du tuyau, la densité des déchets, j'ai documenté chaque seconde. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit d'engins de chantier et des cris derrière moi. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là? La voix était grave, autoritaire, mais avec un ton qui trahissait une certaine arrogance. Je me suis retournée. Je connaissais l'homme qui se tenait devant moi, ou plutôt je connaissais son type, les mains dans les poches, vêtu d'un costume italien qui valait sans doute plusieurs milliers d'euros, mais qui ne semblait pas du tout à sa place dans cet environnement, et chaussé de coûteuses chaussures en cuir qu'il posait avec précaution pour ne pas les salir. Le propriétaire de l'usine, M. Bernard Laroche, la coqueluche de la Chambre de commerce de Marseille, le donateur des politiciens locaux et le cueur d'environnement qui se tenait devant moi. À ses côtés se trouvaient deux chefs de chantier coiffés de casques, les plans en main, le visage tendu, essayant de plaire à leur patron. Je rangeais calmement mon téléphone dans ma poche, mais je ne coupais pas l'enregistrement. Je le regardais dans les yeux, et je lui parlais sans élever la voix. Monsieur Laroche, je suppose, dis-je poliment, comme si nous nous étions rencontrés à un cocktail. Je m'appelle Audrey. Je m'interrogeais sur le permis de construire de la canalisation en bas. Il n'apparaît pas dans les registres de la mairie. Laroche s'est approché de moi avec un sourire méprisant. Il a jeté un coup d'œil à ses ouvriers et a ri, comme si j'avais fait une joke ridicule. Audrey, regardez-moi ça, dit-il en marmonnant mon nom. Vous cherchez un permis? C'est de la propriété privée, madame, et vous êtes actuellement sur mon terrain. Et puis ce tuyau, ce n'est qu'un système d'évacuation d'eau pluviale, mais bien sûr, votre petit cerveau n'est pas capable de comprendre les investissements industriels. Je pris une difonte profonde. La guerre monta en moi comme une vague brûlante, mais je ne la laissais pas transparaître sur mon visage. Mes années d'entraînement militaire m'avaient appris à enfermer mes émotions dans un coffre-fort. Me mettre en colère devant cet homme reviendrait à lui donner le pouvoir qu'il recherchait. Et je ne donne jamais d'armes à mes ennemis.
L'eau de pluie n'est pas noire, monsieur Laroche, dis-je d'un ton un peu plus ferme, et elle ne sent certainement pas le soufre. Vous déversez des métaux lourds et des déchets chimiques non traités dans la mer par ce tuyau. Il s'agit d'un délit sérieux selon l'article du Code pénal français relatif aux crimes environnementaux. Vous enfreignez l'accord de protection du golfe de Marseille. Je vous recommande d'arrêter immédiatement l'utilisation de ce tuyau et de commencer à le démanteler. Il y eut un moment de silence. À part le bruit du vent, on n'entendait rien. Le sourire moqueur sur le visage de Laroche se figea, laissant place à un dégoût pur et simple. Il fit un pas de plus vers moi. Il envahissait désormais mon espace personnel. Son parfum coûteux ne parvenait pas à masquer l'odeur de pourriture qui régnait autour de nous. « Écoute-moi, petit hippie écolo », dit-il en agitant son doigt vers mon visage. Sa voix s'était transformée en cri. « Pour qui te prends-tu ? Tu crois pouvoir venir ici tôt le matin et arrêter mon opération qui vaut des millions d'euros ? Quoi, tu vas brandir une banderole avec tes copains de l'association ? Tu vas t'enchaîner à un arbre ?» Les chefs de chantier à côté de lui ont gloussé. Cela l'a encouragé encore plus. « Je crée des emplois dans cette ville. Je suis l'économie de ce pays, » rugit-il. Son visage était rouge. « Les chômards comme toi qui ne servent à rien, boivent du vin dans les parcs et font de la philosophie grâce aux impôts que nous payons. Va embrasser les arbres, va pleurer pour les baleines, fais ce que tu veux, mais ne m'empêche pas de faire mon travail. » Puis il s'est arrêté. Il a plissé les yeux et, baissant la voix, il a proféré la menace la plus répugnante et la plus froide que j'ai jamais entendue. Il s'est penché vers moi, son souffle me frappant le visage. « Sinon, je te jure que je t'enterrerai au fond de cette mer que tu aimes tant, les pieds dans du béton frais. Personne ne te retrouvera. Tu m'as compris ? Maintenant, fiche le camp. » À ce moment-là, à cette seconde, cette microseconde où le temps s'est ralenti, qu'aurait fait une personne normale ? Elle aurait eu peur, elle aurait reculé, elle aurait peut-être menacé d'appeler la police, ou elle se serait enfuie en pleurant. Parce que l'homme en face d'eux était puissant, riche, et qu'il avait derrière lui des machines, la force brute et l'argent. Mais je n'étais pas une personne normale, et ce que je ressentais à ce moment-là n'était pas de la peur. Si vous aimez ce genre d'histoire, celle où l'arrogance, le pouvoir et l'argent sont mis à mal par l'intelligence, la stratégie et une colère légitime, vous êtes au bon endroit. Car Monsieur Laroche venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Abonnez-vous à notre chaîne, car ce que vous allez voir dans quelques instants n'est pas seulement une histoire de vengeance, mais aussi une leçon de justice. Après avoir proféré sa menace, Laroche attendait une réaction de ma part. Il s'attendait à ce que je tremble, que je détourne le regard, mais je l'ai regardé, avec un léger sourire glacial sur les lèvres. Ce sourire n'avait rien de chaleureux ni d'amical, c'était le sourire d'un requin qui aperçoit sa proie. « D'accord, monsieur Laroche, » dis-je. Ma voix était si calme que même le bruit du vent aurait pu la couvrir. Mais il m'entendit. « Le béton et la mer. J'ai compris votre message. » Je me suis retournée. Je n'ai pas dit un mot de plus. Alors que je marchais vers ma voiture, je l'ai entendu crier derrière moi. « Ah, c'est comme ça que tu t'enfuis ? Je ne veux plus te revoir ici. » Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir effrayé une femme et l'avoir fait fuir, et qu'il pourrait reprendre son travail et continuer à détruire la nature. J'ai ouvert la portière de ma voiture et je me suis assise au volant. Dès que j'ai fermé la portière, le bruit à l'extérieur s'est arrêté. J'ai posé mes mains sur le volant. Mes doigts n'étaient pas blancs, mes mains ne tremblaient pas. Mon pouls battait à un rythme calme, en mode mission. J'ai jeté un dernier regard à l'usine dans le rétroviseur. J'ai observé la fumée qui s'échappait des cheminées, le poison qui se déversait dans la mer, et l'homme qui se tenait sur la colline, les mains sur les hanches, ivre de victoire. « Tu veux m'enterrer sous du béton, Bernard ? Très bien. Alors nous parlerons ton langage. Mais mon langage n'est pas le béton. Mon langage est l'acier, la poudre à canon et le droit maritime international. » J'ai repris mon téléphone, mais cette fois, je n'ai pas appelé la police. Je savais que les agents du poste de police local ne pourraient pas aboutir à cet homme, qu'il les corromprait probablement ou utiliserait ses relations politiques. Non, pour cette affaire, il fallait une armée, pas la police. J'ai composé le numéro « Urgence, ligne rouge » de mon répertoire. La personne à l'autre bout du fil répondit dès la première sonnerie. « Amiral », dit la voix grave à l'autre bout du fil. C'était le commandant de la flotte sud-méditerranéenne, le colonel John-Luc Picard. « Colonel », dis-je en adoptant le ton officiel et autoritaire de ma voix. La tante écologiste Audrey avait disparu, remplacée par la stratège la plus redoutée de la marine. Quel est le degré de préparation de la base navale de Toulon ?
À vos ordres, monsieur, nous sommes en préparation pour un exercice de routine. Annulez l'exercice, dis-je sans quitter l'usine des yeux. Nous avons une opération réelle. Nom de code, quarantaine bleue. Je veux le dragueur de mine, le redoutable, et 2 vedettes rapides de la garde côtière. Tout équipé. Il eut un bref silence à l'autre bout du fil. Quelle est la cible, monsieur amiral? Des eaux internationales? Non, colonel, répondis-je en démarrant le moteur. La cible est la zone industrielle de Marseille, le littoral de l'usine L'Avenir Chimique. Et, colonel? Oui, monsieur? Dites à l'équipage d'appliquer les protocoles de guerre biologique, parce que nous allons bientôt nettoyer la plus grande saleté que Marseille ait jamais vue. En démarrant la voiture pour quitter les lieux, je regardais ma montre. Il était 9h15. Les 45 dernières minutes de liberté et de pouvoir de Monsieur Laroche avaient commencé, et il n'entendait même pas les signes avant-coureurs du désastre qui allait s'abattre sur lui, pensant qu'il s'agissait du bruit des vagues. Le jeu était terminé, seulement il n'avait pas encore entendu le coup de sifflet de l'arbitre. Alors que je conduisais ma voiture vers l'entrée privée de l'ancien port militaire de Marseille, une chanson pop française entraînante passait à la radio. Ce contraste me plaisait. Dehors, la vie suivait son cours, ensoleillée et insouciante, les gens mangeaient leurs croissants, se dépêchaient d'aller au travail, envoyaient des messages à leurs amoureux. Mais à quelques kilomètres de là, un homme nommé Bernard Laroche était en train de vivre son apocalypse personnel sans même s'en rendre compte. Le soldat de garde à la douane a d'abord hésité en voyant ma voiture immatriculée civile, puis il a pâli lorsque j'ai baissé la vitre et lui ai montré ma carte d'identité. Son salut militaire, les talons joints, était la première confirmation officielle de la journée. Je n'étais plus tante Audrey, j'étais désormais l'amiral Tautou. Les moteurs du Zodiac qui m'attendaient sur le quai ronronnaient au ralenti. Le commandant du bateau, un jeune lieutenant, m'accueillit à l'extrémité du quai. J'ai retiré mon imperméable et j'ai enfilé la veste noire coupe-vent que je gardais toujours à portée de main sur le siège arrière, avec ses 4 étoiles et son emblème en forme d'encre sur les épaules. Cette veste n'était pas qu'un simple vêtement, c'était mon armure. Lorsque je la portais, ma compassion était mise en veilleuse, remplacée par le sens du devoir. « Où est le redoutable, lieutenant ?» ai-je demandé en montant dans le bateau. « Il attend au large de la baie, en direction de l'Estac, monsieur. Les bateaux de la garde côtière Chimchek et Fortuna ont rejoint la formation. Ils attendent vos ordres. »« Allons-y, dis-je. Le gibier nous attend. » Alors que le Zodiac fendait les vagues de Marseille comme un couteau, le vent me fouettait le visage d'eau salée. J'aimais cette sensation. La mer ne mentait pas. La mer n'acceptait pas de pot de vin. Si vous ne respectiez pas les règles, la mer vous engloutissait. Et aujourd'hui, j'allais être la mer moi-même. Au bout d'une dizaine de minutes, j'aperçus sa silhouette majestueuse à l'horizon, le redoutable. C'était un dragueur de mine. Ce n'était pas un destroyer imposant ni une frégate rapide. Il avait une coque massive, large et grise. Mais son atout n'était pas sa vitesse, c'était son nettoyage. Il était conçu pour trouver et détruire les menaces les plus dangereuses et les plus cachées de la mer. Et l'usine de Laroche était exactement le type de mine dans lequel il excellait. Lorsque nous avons abordé le navire, l'activité sur le pont était aussi précise que les rouages d'une horloge militaire. Lorsque je suis montée dans la timonerie, le colonel Picard observait l'usine à l'aide de ses jumelles. « L'amiral est sur le pont », annonce-t-on, et tout le monde se mit au garde à vous. « Repos », dis-je, en me dirigeant directement vers les écrans radars. « Quelle est la situation, colonel ?» Picard dessina les points rouges sur l'écran. L'usine fonctionne à pleine capacité, messieurs. Nos caméras thermiques ont confirmé que la température du liquide sortant du tuyau d'évacuation était supérieure de 12 degrés à celle de l'eau de mer. De plus, nous avons positionné 2 bateaux de la garde côtière à 50 mètres du quai de chargement de l'usine pour contrôler les entrées et sorties du port. Ils sont actuellement sous blocus. J'ai retiré mon imperméable et j'ai regardé du côté de la mer. La vue était beaucoup plus claire que depuis la terre ferme. Les ouvriers s'affairaient comme des fourmis. Une crène tentait de charger un conteneur rouillé sur un navire. Et là, à l'endroit même où j'avais été menacée, se tenait Bernard Laroche. Il discutait animamment avec quelqu'un à ses côtés, fumant nerveusement sa cigarette. Il pensait probablement « Cette femme est partie, le problème est réglé ».
Peut-être était-il en train de planifier son dîner ou le cadeau qu'il allait offrir à sa maîtresse. Puis, il a levé la tête. Du côté de la mer, il a vu une montagne d'estial gris de 600 tonnes s'approcher de lui. Travers mes jumelles, je pouvais voir son expression faciale très clairement. D'abord, il a été surpris. Il a plissé les yeux, il a essayé de comprendre s'il s'agissait d'un navire marchand. Mais l'énorme drapeau français sur le redoutable et le canon de 20 mm à l'avant du navire indiquaient clairement qu'il ne s'agissait pas d'un cargo. Lorsque les gyrophares bleus des 2 vedettes rapides de la garde côtière qui naviguaient à nos côtés se sont mis à cliqueter, sa surprise s'est transformée en panique. Il cria quelque chose à l'homme à côté de lui. L'homme s'enfuit en courant à l'intérieur. Laroche, quant à lui, resta sur place. Il était figé. Son cerveau n'arrivait pas à comprendre que la femme qu'il avait menacé de bétonner le matin même était revenue avec un navire de guerre. C'était ce que l'on appelle un décalage cognitif, le moment où un homme qui se croyait le dieu de son petit royaume découvrait à quoi ressemblait le pouvoir dans le monde réel. « Quelle est notre distance ?» demandai-je sans élever la voix. « À 400 mètres de la côte, monsieur. Nous ne sommes pas dans les eaux internationales, mais directement dans les eaux territoriales nationales, et nous avons toute autorité pour intervenir, » répondit l'officier de navigation. « Bien, ai-je dit. Rapprochez-vous encore, que votre ombre tombe sur l'usine. Je veux qu'ils entendent le bruit des moteurs, que le bruit de ces moteurs diesel couvre les battements de leur cœur. » Le navire s'est lentement amarré devant l'usine, tel un iceberg. Le grondement sourd des moteurs a couvert les cris des oiseaux sur le rivage et le bruit de l'usine. Les ouvriers sur la plage ont arrêté leur travail et nous regardaient bouche bée. La grue qui chargeait les marchandises s'était arrêtée. Le silence était pesant dans la timanerie. Tout l'équipage me regardait. Ma prochaine décision allait déterminer l'issue de cette opération. Je me suis penchée vers le micro. Il était relié au système audio extérieur du navire. Ma voix allait donc résonner dans toute la baie, dans tous les coins de l'usine et même derrière les vitres du bureau luxueux de Laroche. Je pris une profonde inspiration. Je n'avais plus la voix de la hippie du matin. Ma voix sentait l'acier et la poudre à canon. « Monsieur Laroche !» Ma voix a retenti dans la baie comme un coup de tonnerre. En regardant dans mes jumelles, j'ai vu Laroche sursauter, manquer de perdre l'équilibre et tomber. Il regardait à droite et à gauche, pensant que la voix venait du ciel. « Je suis l'amiral Audrey Tautou, la femme que vous vouliez enterrer sous le béton. » Voir Laroche devenir plus gris que les eaux usées de l'usine n'avait pas de prix. Il s'est emparé de son téléphone, mais ses mains tremblaient. « Je parle au nom de la Marine nationale française, » ai-je dit poursuivi. L'autorité dans ma voix était de nature à calmer les vagues. J'ai classé les rejets de votre usine dans la mer comme une menace d'armes biologiques et chimiques. À partir de maintenant, votre site est sous quarantaine militaire. Les bateaux des gardes-côtes à côté de lui ont fait retentir leurs sirènes. Ce son était la musique officielle annonçant à Laroche que le jeu était terminé, mais que le cauchemar ne faisait que commencer. « J'ai fermé l'entrée du port », dis-je en articulant chaque mot. Aucun navire ne peut accoster, aucun navire ne peut partir. Et les marchandises que vous essayez de charger, elles sont désormais sous la surveillance de l'État et constituent des preuves. Laroche courut jusqu'au bout du quai, leva les mains en l'air et se mit à crier quelque chose. Il faisait semblant de ne pas nous entendre ou de ne pas nous comprendre. Il résistait avec les derniers vestiges de son orgueil. « Et monsieur Laroche ?» j'ai dit en baissant un peu la voix et en adoptant un ton plus menaçant. « Je vous ai donné un conseil ce matin. Je vous ai dit de démonter ces tuyaux. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous donne maintenant 30 minutes pour démonter ces tuyaux. Si le déversement n'est pas arrêté à la 31e minute, le personnel de ce navire débarquera et nous fermerons nous-mêmes ces vannes. Et croyez-moi, mes soldats ne seront pas aussi gentils que vos plombiers. » J'ai lâché le micro. L'un des officiers de la timonerie murmura en souriant légèrement. « Je crois qu'il a compris maintenant qui a coulé le béton, monsieur. » Je portais à nouveau mes jumelles à mes yeux. Laroche avait jeté son téléphone par terre. Il criait après ses ingénieurs en montrant le tuyau du bois. La panique s'était répandue comme un virus dans toute l'usine. « Du thé », ai-je dit, sans me retourner. « Apportez-moi une tasse de thé, Earl Grey. Ce que nous allons observer va prendre un certain temps. » C'était ce moment de silence étrange avant l'orage. Mais cette fois, l'orage ne venait pas de la nature. L'orage, c'était moi. Et M. Laroche était sur le point de découvrir à quel point son parapluie était insuffisant. Tout en sirotant mon thé dans la cabine du capitaine, j'ai regardé ma montre. Il restait 29 minutes. Ces moments d'attente peuvent être stressants pour beaucoup de personnes, mais pour un officier de marine, le silence est la meilleure arme.
En bas, sur le quai, c'était le chaos total. J'observais Bernard Laroche avec mes jumelles. L'homme faisait les 100 pas sur le quai comme un rat pris au piège. Il ne lâchait pas son téléphone. Il n'était pas difficile de deviner qu'il était en train d'appeler tous ses amis importants, à Marseille, voire à Paris, pour leur demander d'arrêter cette femme folle. Je pouvais lire sur son visage pour qui se prend cette femme. Ne sait-elle pas qui je suis? Ah, Bernard, tu n'avais toujours pas compris. Je me fichais de qui tu étais. Ce qui importait, c'était ce que tu étais, un criminel. Alors que les minutes s'écoulaient, le lieutenant Moreau, officier de communication du navire, s'approcha de moi. Son visage trahissait une légère inquiétude. Amiral, murmura-t-il, la ligne sécurisée sonne. C'est le cabinet du préfet de Marseille. Le préfet Dupuis aux personnes est en ligne. Je souris. C'était la première réaction à laquelle je m'attendais. Laroche avait fait appel aux autorités locales. Connectez-moi, lieutenant, dis-je en posant délicatement ma tasse de thé sur la table, et mettez le haut-parleur. Je veux que tout le monde entende qui est du côté de la loi. La voix tendue et pressée du gouverneur Dupuis se fit entendre dans le combiné. Amiral Totou, bon sang, que se passe-t-il là-bas? Bernard Laroche m'a appelé, il est au bord de la crise cardiaque. Il dit que vous avez encerclé son usine avec un navire de guerre et que vous menacez de tirer dessus. Est-ce un exercice? Si c'est le cas, c'est une blague de très mauvais goût. J'ai ajusté le ton de ma voix avec un professionnalisme glacial. Monsieur le gouverneur, ce n'est pas un exercice. Les installations de l'avenir chimique sont actuellement sous quarantaine, conformément à l'article 42, paragraphe B de la loi de 2016 sur la pollution marine et les menaces biologiques. L'individu a été pris en flagrant délit alors qu'il déversait des déchets chimiques lourds non traités dans la mer. Le gouverneur marqua une pause. Laroche lui avait probablement parlé de quelques eaux usées et non d'une menace biologique. Mais Audrey, dit-il d'une voix plus douce, en essayant d'adopter un ton plus personnel, écoutez, Bernard est l'un des principaux hommes d'affaires de cette ville. Il crée des emplois. Il y a peut-être eu un malentendu. Vous pouvez lui infliger une amende et l'affaire sera close. Fermer le port, arrêter la production, ce sont des mesures très sévères. Paris n'appréciera pas cela. C'était le moment critique, le moment où le pouvoir tentait de contourner la loi. Monsieur le préfet, dis-je en endurcissant le ton, j'ai entre mes mains des preuves thermiques et visuelles que les déchets qui sortent actuellement de l'usine constituent une menace directe pour la santé publique à Marseille. Dans le cadre de mes compétences, protéger la santé publique prime sur protéger les intérêts commerciaux. Si vous m'ordonnez d'arrêter l'opération, vous devez me le communiquer par écrit et par un document signé. Et dans ce document, vous devrez déclarer que vous assumez personnellement toute la responsabilité légale en cas d'épidémie ou d'empoisonnement. Il y eut alors un profond silence. Dans la bureaucratie, personne ne veut assumer la responsabilité. Tout le monde veut donner des ordres, mais personne ne veut signer. Un ordre écrit, balbutia le gouverneur. Oui, monsieur, notre numéro de fax est ouvert. Si ce document signé ne nous arrive pas dans 10 minutes, je continuerai à appliquer la procédure. Le gouverneur resta silencieux pendant un moment, puis soupira. Je vais transmettre la situation au ministère, mais soyez prudente, Audrey. Vous marchez sur des œufs. Le téléphone se tut. Dans la cabine du capitaine, j'ai vu des étincelles d'admiration dans les yeux des jeunes officiers. J'avais repoussé un gouverneur avec un seul article de loi. Savez-vous que dans la vie, votre arme la plus puissante n'est ni votre argent ni votre force physique. Votre arme la plus puissante, c'est de connaître vos droits et les règles mieux que votre interlocuteur. Si vous voulez vous armer contre les tyrans que vous rencontrez dans la vie et apprendre à gagner grâce à la stratégie et à l'intelligence, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que vous apprendrez dans cette histoire pourrait un jour vous sauver la vie. Il restait 15 minutes. Laroche devait avoir compris que le téléphone ne fonctionnait pas, car il était devenu encore plus pâle, mais il n'avait pas encore abandonné. Il était passé au plan B. Un convoi de luxueuses Bernardes noires entra par la porte principale de l'usine. 3 Mercedes dérapèrent sur la route poussiéreuse du chantier et s'arrêtèrent. 5 ou 6 personnes en costume munies de mallettes descendirent des voitures. Des avocats, dit le colonel Picard sans baisser ses jumelles, et je pense que celui de devant est Henri Leclerc, l'avocat pénaliste le plus cher du barreau de Marseille. Laroche semblait soulagé de voir les avocats. Il courut vers eux, leur expliqua quelque chose avec animation, leur montra la mer et notre vaisseau. Les avocats hochèrent la tête d'un air assuré, boutonnèrent leurs vestes et marchèrent jusqu'à l'extrémité du quai, le point le plus proche de nous. Henri Leclerc prit le mégaphone qu'il tenait à la main et s'adressa au navire.
Sa voix était claire, même si elle était un peu étouffée par le vent. « Amiral Tatou, je suis Henri Leclerc, le représentant légal de Bernard Laroche. Vous enfreignez actuellement les droits de propriété et la liberté commerciale de mon client. Nous allons immédiatement porter plainte contre vous pour abus de pouvoir et menace armée. Si vous ne retirez pas immédiatement ce navire, je vous ferai retirer vos galons. » J'ai souri. Les menaces. Le dernier refuge des faibles. Je n'ai pas pris le micro. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste fini mon thé et tendu la tasse au lieutenant. « Le temps ?» ai-je demandé. « Il reste 5 minutes, amiral », a répondu l'officier de navigation. « Très bien », ai-je dit, en me levant de ma chaise. Si les avocats sont arrivés, cela signifie que le spectacle a commencé. Mais ils ont oublié une chose. En droit maritime, la déclaration de quarantaine d'un commandant de navire est plus rapide qu'une requête d'un avocat. Laroche et ses avocats étaient encore plus furieux de ne pas obtenir de réponse du vaisseau. Leclerc continuait à crier quelque chose dans son mégaphone, tandis que Laroche levait le poing à côté de lui. Il ne faisait aucune tentative pour démonter les tuyaux. Il pensait que je bluffais. Il me prenait pour un fonctionnaire qu'on pouvait intimider et faire taire. « Le temps est écoulé, monsieur, » dit le colonel Picard en regardant sa montre. « Les 30 minutes sont passées. » J'ai hoché la tête. « D'accord, il est temps de leur montrer que nous ne bluffons pas. » Je redressai le devant de ma veste et donnai l'ordre que tout le monde sur le pont pouvait entendre. « Préparez l'équipe d'attaque sous-marine. Descendez les Zodiacs. Et, colonel, à vos ordres, amiral. Tournez le canon principal. Ne tirez pas, mais visez directement ce tuyau de décharge situé sous l'usine. » Ce geste était un message bien plus clair que les paroles d'un avocat pour les personnes présentes sur le rivage. L'avocat Leclerc se tut. Laroche recula d'un pas, puis 2 Zodiacs noirs contenant 6 commandos en tenue de plongée noire, tout équipés et le visage masqué, descendirent le long du navire. Les moteurs rugirent et, dans un grand éclaboussement, ils se dirigèrent à toute vitesse vers le quai, directement vers les hommes en costume coûteux. La diplomatie était terminée, le nettoyage du terrain commençait. Lorsque 2 Zodiacs noirs ont fendu les eaux sales de Marseille pour se diriger vers le quai, le contraste sur scène était presque artistique. D'un côté, un groupe de cols blancs vêtus de costumes en soie italien, chaussés en bottes de cuir verni et munis de sacs en cuir, accompagnés de leur patron. De l'autre, des commandos français vêtus de combinaisons de plongée en néoprène noir de la tête aux pieds, le visage masqué, armés de fusils d'assaut HK-116. Les Zodiacs ont viré de bord à la dernière minute et ont accosté au quai. Cette manœuvre était une opération de mouillage délibérément calculée. L'énorme vague créée par les bateaux a déferlé sur le quai et a aspergé d'eau salée, huileuse et sale de porc l'armée d'avocats valant des millions d'euros, Laroche et ses gardes du corps. Les cheveux impeccablement coiffés d'Henri Leclerc étaient collés à son visage. Les chaussures coûteuses de Laroche étaient désormais couvertes de boue. Des cris, des jurements et des exclamations de surprise fusaient dans les airs. Mais ce chaos ne dura que 3 secondes. Le premier commando à sauter des bateaux sur le quai était un capitaine. Sa voix était rauque mais ferme sous son masque. « Gendarmerie maritime, que tout le monde reste où il est. Gardez vos mains bien en évidence. » Les 2 gardes du corps de Laroche eurent le réflexe de chercher leurs armes dans leurs vestes. Cela aurait été l'erreur de leur vie. Avant même qu'ils aient pu toucher leurs vestes, 3 commandos avaient déjà pointé leurs armes contre eux. Les gardes du corps comprirent à ce moment ce que signifiait le professionnalisme. Ils n'étaient pas dans une bagarre de rue. Ils faisaient face à une machine à tuer entraînée selon les normes de l'OTAN. Ils levèrent lentement les mains à l'air. Maître Leclerc, secouant sa veste mouillée, s'avança. Son visage était rouge écarlate. « C'est scandaleux !» cria-t-il d'une voix tremblante. « Qui êtes-vous? De quel droit nous mouillez-vous? Je suis un ami personnel du barreau du Paris. Je vais tous vous poursuivre en justice. Donnez-moi vos noms. » Le capitaine des commandos s'approcha de l'avocat, presque jusqu'à son nez. Il mesurait au moins 20 centimètres de plus que Leclerc, et ses yeux, derrière son masque noir, semblaient transpercer l'âme de l'avocat. « Monsieur, » dit le capitaine d'une voix si calme qu'elle en était d'autant plus effrayante, « vous vous trouvez actuellement dans la zone de quarantaine bleue. Il s'agit d'une zone temporairement sous autorité militaire. Les lois civiles s'appliquent à l'extérieur de ces barbelés. Ici, c'est moi qui décide. Maintenant, reculez avec votre client et ne nous empêchez pas de faire notre travail. Sinon, je vous arrête immédiatement pour entrave à une opération militaire et je vous garde 24 heures dans vos vêtements mouillés avant de vous mettre en cellule. »
Le clerc déglutit, il recula. Il n'y avait rien dans les livres de droit qui traitaient de ce genre de situation. À ce moment-là, j'approchais du rivage à bord d'un deuxième canot qui venait de quitter le navire. Le colonel Picard et 2 ingénieurs militaires m'accompagnaient. Lorsque je posai le pied sur le quai, les moteurs des canots s'arrêtèrent. Seul le vent et la respiration haletante de la roche se faisaient entendre. Vêtu de ma veste d'opération noire et coiffé de ma casquette, je m'avançai vers eux à pas lourds. La roche, trempée jusqu'aux os, ressemblait à un enfant turbulent attendant d'être réprimandé. Il n'y avait plus aucune trace de son attitude arrogante du matin. Je me suis arrêté juste devant lui. Il y avait 1 mètre entre nous. Je l'ai regardé dans les yeux. « Monsieur Laroche, lui dis-je, je vous avais dit ce matin de défaire cela de vos propres mains. Je vois que vos mains étaient occupées. Vous étiez en train d'appeler votre avocat. » Laroche me regarda en serrant les dents. « Tu vas le payer, Audrey, » siffla-t-il. « Quand ce cirque sera terminé, je te ferai retirer ton uniforme. Ils ne te mettront même pas à la retraite, je te ferai renvoyer. » J'ai souri légèrement. C'était le dernier clou dans son cercueil. « Vous savez, monsieur Laroche, dis-je en faisant signe aux ingénieurs derrière moi, les gens mesurent généralement leur pouvoir à l'aune de leur argent, mais le vrai pouvoir, c'est de savoir quand se taire et quand admettre ses torts. » Je me suis tourné vers les ingénieurs. « Chef, vous voyez ces vannes ? » « Oui, amiral. Scellez-les toutes. Coupez le tuyau de sortie principale et bouchez-le avec un bouchon aveugle. Apportez les machines à souder. Pas une goutte d'eau ne sortira de cette usine pour aller dans la mer. Si la pression augmente à l'intérieur, si les tuyaux éclatent, si l'usine est inondée, ce sera le problème de monsieur Laroche. » Les yeux de Laroche s'écarquillèrent. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-il en essayant de se jeter sur moi, mais la main du capitaine s'abattit sur sa poitrine comme une barrière inemprafrichable. Si vous fermez ces tuyaux, l'eau de refroidissement des réacteurs à l'intérieur refoulera. L'usine sera inondée. Mes machines qui valent des millions d'euros seront détruites. C'est du sabotage. J'ai fait un pas vers lui. Le sourire s'était disparu de mon visage. Il n'y avait plus qu'un sérieux glacial. Du sabotage, dis-je. Non, monsieur, c'est une restitution. Vous devez désormais garder dans votre usine les déchets que vous avez rejetés dans la mer pendant des années. La mer n'accepte plus vos déchets. Goûtez à votre propre poison et voyez ce que l'a fait de s'étouffer avec. Parfois, la vie vous laisse dans la saleté que vous avez vous-même créée, et quand ce moment arrive, ni un avocat ni un compte en banque ne peuvent vous sauver. La justice ne se rend pas parfois dans les salles d'audience, mais sur le lieu même où le crime a été commis, de manière soudaine et brutale. Si vous aimez aussi ces moments où la justice est rendue, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car les sons que les machines de Laroche vont bientôt émettre seront pour moi comme une symphonie. Les ingénieurs se sont attaqués aux tuyaux avec leurs coupeurs thermiques et leurs machines à souder. Le son aigu du métal coupant le métal a résonné sur le quai. Des espéraclets volaient dans les airs. Laroche regardait désespérément son usine, puis moi, puis à nouveau son usine. De l'intérieur, des alarmes se mirent à résonner dans l'usine, des lumières rouges clignotaient, la pression à l'intérieur augmentait car les tuyaux commençaient à se boucher. « Arrêtez !» supplia Laroche. Sa voix n'était plus menaçante, mais pitoyable. « S'il vous plaît, les machines vont exploser. Arrêtez !»« À une seule condition, dis-je en croisant les bras sur ma poitrine. « Tout ce que vous voulez. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. De l'argent ? Un don ?» Je secouai la tête. « Je ne veux pas d'argent, Laroche. Je veux des aveux. »« Quoi ?» J'ai sorti de ma poche le téléphone avec lequel j'avais commencé l'enregistrement le matin même. Il était toujours en marche. « Regardez la caméra, » lui ai-je dit, « et dites ceci. Je m'appelle Bernard Laroche. Depuis des années, je déverse illégalement des déchets chimiques dans cette mer. J'ai corrompu les autorités, falsifié des rapports, et j'ai menacé de mort l'amiral Totou. Dites cela, et je donnerai l'ordre à mes ingénieurs d'arrêter. » Laroche a regardé son usine en feu, puis il m'a regardé. Il a regardé son avocat. Son avocat secouait la tête pour dire non, mais Laroche n'avait pas de temps à perdre. Son usine, c'est-à-dire tout ce qu'il possédait, était en train de périr sous ses yeux. Les lèvres tremblantes, il se tourna vers la caméra. C'était le début de la fin pour lui, mais pour moi, ce n'était que la fin de la première phase de l'opération. Car Laroche n'était qu'un pion. Derrière cette affaire se cachait un réseau plus vaste qui empoisonnait Marseille. Et lorsque Laroche commencerait à parler, les ficelles de ce réseau se retrouveraient entre nos mains, une à une. « Je... » commença Laroche, la voix étranglée. « Je suis Bernard Laroche. » Le vent de Marseille emporta le son de ses aveux vers la mer, vers ces eaux que j'avais juré de purifier.
Arrêtez l'enregistrement. Lorsque je prononçais ces 2 mots, l'atmosphère sur le quai sembla s'alourdir d'un coup. Bernard Laroche, les épaules affaissées, les yeux baissés, tremblait dans ses vêtements trempés. Les mots qui venaient de sortir de sa bouche n'étaient pas seulement une confession, mais aussi son arrêt de mort social et commercial. Il avait avoué devant la caméra avoir versé des pots de vin, falsifié des rapports et menacé un amiral. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je rangeai mon téléphone dans ma poche. Je fis un bref signe de la main aux ingénieurs. « D'accord, dis-je, réduisez la pression. Ouvrez la vanne de manière contrôlée, mais ne désactivez pas le système de filtration. Nous n'allons pas exploser l'usine. Du moins, pas pour l'instant. » Laroche prit une profonde inspiration sifflante. Ses yeux ne reflétaient aucune gratitude, seulement une pure défaite et la peur d'une catastrophe imminente. À ses côtés, le célèbre avocat Henri Leclerc, remis du choc qu'il venait de subir, s'était emparé de son téléphone avec une colère professionnelle. « Vous avez fait parler mon client sous la contrainte !» cria Leclerc, mais sa voix n'était plus aussi forte. « Cet enregistrement ne sera jamais admis au tribunal. C'est de la coercition, du chantage. » Je me tournai vers lui. Le masque sur mon visage était tombé, remplacé par la froide discipline de la marine. « Au tribunal ?» dis-je, avec un sourire moqueur. « Monsieur Leclerc, vous pensez encore à l'ancienne. Je n'ai pas enregistré cela pour le tribunal. » Je ressortis mon téléphone. J'appuyai sur le bouton « Télécharger » à l'écran. « Où l'envoyez-vous » demanda Laroche, la voix tremblante. « À la police ? À la préfecture ?»« Non, » répondis-je. « Ce sont vos amis, Bernard. Ils pourraient accidentellement perdre cette vidéo. » Je l'envoie à un endroit plus sûr. Je leur ai montré l'écran. La liste des destinataires a suffi à faire pâlir Leclerc. 1. Bureau du procureur général de la République, Paris, unité de lutte contre la corruption. 2. Direction de l'audit interne du commandement des forces navales. 3. Service d'enquête des journaux Le Monde et Figaro. 4. Agence européenne pour l'environnement, Bruxelles. Et, dis-je en retirant le bouton d'envoyer, le fichier est déjà arrivé sur les serveurs. À partir de maintenant, vous devrez débrancher votre connexion Internet pour supprimer cette vidéo. Mais je ne pense pas que vous ayez le pouvoir. Laroche s'effondra sur ses genoux. Ses pantalons coûteux étaient trempés dans l'eau boueuse qui recouvrait le sol. C'était fini. Son royaume intouchable à Marseille s'était effondré à cause d'une vidéo de 4 minutes et de l'obstination d'un amiral. À ce moment-là, le téléphone de l'avocat Leclerc sonna. Il regarda l'écran et déglutit. Il ne voulait pas répondre, mais il devait le faire. « Allô, monsieur le gouverneur ?» Silence. Leclerc écoutait simplement. Son visage prenait toutes sortes d'expressions. « Mais monsieur, j'ai fait tout ce que je pouvais. »« Non, ils sont intervenus. »« Oui, il a avoué. »« Non, monsieur, la vidéo a disparu. »« Oui, Paris. » Le téléphone devait être en mode silencieux, car il le retira lentement de son oreille. Il regarda Laroche. Dans ce regard, il n'y avait plus de relation client-avocat. Dans ce regard, il y avait l'expression « Je dois quitter ce navire en perdition ». « Bernard, » dit Leclerc d'une voix glaciale, « le préfet Dupuis m'a informé que toutes ses relations personnelles et commerciales avec vous étaient suspendues. De plus, je pense que je vais devoir me retirer de cette affaire. Conflit d'intérêts, vous comprenez. Voilà, le pouvoir peut acheter la loyauté, mais en temps de crise, la loyauté de location est la première chose qui s'envole. Les amis en qui Laroche avait tant confiance ont pris leur bateau et sont partis dès que le navire a commencé à prendre l'eau. Observer cette scène m'a toujours procuré un plaisir amer. Si vous aussi vous aimez voir les fausses amitiés s'évaporer lorsque la vérité éclate au grand jour, n'oubliez pas d'écrire « justice » dans les commentaires, car la prochaine étape sera de traquer un à un ces faux amis. Laroche était tellement choqué par la trahison de son avocat qu'il n'arrivait même pas à parler. Il regardait juste la mer avec un regard vide. Pour ma part, j'avais terminé la première partie de ma mission, mais le véritable combat ne faisait que commencer. Laroche n'était que le tireur. Ceux qui tiraient les ficelles se trouvaient bien plus haut. Je suis monté à bord du Zodiac pour retourner au navire, le Redoutable. Les moteurs ont démarré. En m'éloignant du rivage, j'ai regardé les décombres que je laissais derrière moi, un homme d'affaires ruiné, un avocat prêt à s'enfuir et une usine scellée. Lorsque je suis monté à bord, le colonel Picard m'a accueilli. « Amiral, dit-il, avec une excitation qu'il ne pouvait dissimuler, la ligne de Paris est en feu, le secrétaire d'État à la Défense est à l'appareil, et devinez qui d'autre a appelé. Qui ? Le secrétaire particulier du ministre de l'Environnement. Ils veulent les détails de l'opération. Je pense que votre vidéo a interrompu la pause café de quelqu'un à Bruxelles. Très bien, ai-je répondu en retirant ma veste mouillée pour prendre une serviette sèche. Mettez-les tous en attente. Je vais d'abord prendre une douche. Ensuite, nous rendrons visite au gouverneur Dupuis en personne. Une visite, monsieur ? Sans rendez-vous ?
Je souris. Ce sourire de chasseur était de retour. Colonel, avec les aveux d'un criminel et les enregistrements audio où ce criminel dit que le gouverneur me protège, je n'ai pas besoin de rendez-vous. Préparez les Zodiacs. Cette fois-ci, nous n'irons pas du côté militaire du port, mais directement au quai devant le bâtiment du gouverneur, au centre-ville. Au centre-ville? En tenue de combat? En tenue complète, colonel. Il est temps que les Marseillais voient à qui servent leurs impôts. La montée d'adrénaline dans mon ventre avait laissé place à un sang-froid stratégique. La roche était la première pièce du domino. Il était tombé et avait entraîné le gouverneur Dupuis dans sa chute. Il était maintenant temps de transformer cette secousse en tremblement de terre. Quand je pris ma douche, l'eau chaude fit disparaître la tension dans mes épaules, mais mon esprit ne s'arrêtait pas. Le préfet Dupuis, un serpent rusé, glissant et politique, ce n'était pas quelqu'un que l'on pouvait menacer par la force brute comme la roche. Pour le combattre, je devais parler sa langue, celle du chantage et de la réputation. Et j'avais entre mes mains un atout bien plus puissant que la vidéo des aveux de la roche. Un petit objet que personne ne connaissait encore, que j'avais trouvé le matin même en inspectant le tuyau secret de l'usine et que j'avais caché dans ma poche. Je suis sortie de la douche, j'ai enfilé mon uniforme, je me suis regardée dans le miroir. La fatigue avait disparu de mes yeux, remplacée par une détermination féroce. « Es-tu prête, Audrey ?» me suis demandé, « parce que tu vas maintenant entrer dans la tanière du lion. » Lorsque je suis montée sur le pont, le navire glissait vers le vieux port, le port historique de Marseille. Les touristes, les pêcheurs et les habitants de la ville regardaient avec étonnement un énorme navire de déminage et des bateaux noirs s'approcher du centre-ville. Ce n'était pas une invasion, c'était un nettoyage, et le nettoyage allait commencer par le sommet. Lorsque le Redoutable entra dans le vieux port, considéré comme le cœur de Marseille, la vie s'est arrêtée littéralement dans la ville. Il n'était pas courant de voir un énorme navire de guerre à la coque grise accosté à ce quai historique, habituellement orné de bateaux de tourisme et de yachts de luxe. Les clients des cafés du bord de mer avaient posé leur café et s'étaient levés. Personne n'avait peur, ils avaient plutôt le sentiment d'assister à un événement historique, à quelque chose d'important. Dès que le navire a accosté, nous avons descendu l'échelle de bâbord. Le colonel Picard, 4 commandos en tenue de combat et moi-même avons débarqué. Je ne portais pas mon uniforme de cérémonie, mais mon uniforme d'opération. C'était le signe le plus clair que je n'étais pas là pour une visite de courtoisie. Le bâtiment du gouvernorat se trouvait au bout du boulevard majestueux, juste en face du quai. Nous nous sommes mis en route vers cet endroit. La foule s'est écartée devant nous comme les eaux de la mer Rouge. J'entendais les murmures. C'est l'amiral Totou, la femme des journaux, le commandant qui a pris d'assaut l'usine. Lorsque nous sommes arrivés devant l'immense porte en bois sculpté du bâtiment de la préfecture, les 2 policiers qui se trouvaient là se sont regardés, ne sachant pas quoi faire. L'un d'eux a porté la main à sa radio et a fait un geste pour m'arrêter. « Amiral » a-t-il dit en bégayant, « votre rendez-vous » Je ne m'arrêtais même pas. En passant à côté de lui, je lui dis simplement « Écarte-toi, mon garçon ». Ma voix était si claire que le policier s'écarta instinctivement et se mit au garde-à-vous. Parfois, l'autorité ne réside pas dans le grade, mais dans la démarche. Si vous entrez quelque part comme si vous étiez chez vous, personne ne peut vous dire non. Nous avons gravi les larges marches en marbre. Contrairement au chaos extérieur, les couloirs étaient calmes et frais. Le sol était recouvert de tapis rouges et les murs étaient ornés de portraits à l'huile des anciens gouverneurs. Tout respirait la puissance et l'histoire. Mais je pouvais sentir la pourriture sous cette odeur. Devant le bureau du gouverneur Antoine Dupuis, une jeune femme, son secrétaire particulier, s'est levée d'un bond, terrifiée. « Vous ne pouvez pas entrer, le gouverneur est en réunion importante. » Le colonel Picard fit signe à la femme de s'arrêter d'un geste poli mais ferme, tandis que j'ouvrais brusquement la double porte sans même frapper. L'intérieur ressemblait davantage à une salle de palais qu'à un bureau. Des lustres en cristal, des meubles en acajou et d'immenses fenêtres donnant sur le port de Marseille. Le gouverneur Dupuis n'était pas derrière son bureau. Devant la fenêtre, un verre de cognac à la main, il regardait dehors, c'est-à-dire mon bateau amarré dans le port. À ses côtés se trouvait un visage familier, le directeur de la police de la ville. Lorsque la porte s'ouvrit, ils sursautèrent tous les 2. Dupuis se tourna vers moi. Un sourire faux mêlé de panique apparut sur son visage. C'était un homme d'une 50aine d'années, toujours élégant, toujours soigné et toujours dangereusement séduisant. Il avait gravi les échelons en dansant sur le terrain glissant de la politique.
Ah, Audrey, dit-il en écartant les bras comme s'il accueillait une vieille amie. C'est quoi tout ce bruit? C'est quoi tout ce cirque? Tu as mis la ville sans dessus-dessous. Je suis entrée dans la pièce. Les commandos attendaient à la porte. Le théâtre est terminé, Antoine, dis-je en m'asseyant sans y être invité dans le fauteuil en velours coûteux devant son bureau. Les projecteurs sont éteints. Il est temps de rendre des comptes. Le directeur de la sécurité s'agita nerveusement. « Amiral, vous outrepassez vos fonctions. Il s'agit d'une affaire civile. » Je lui ai lancé un regard sévère. « Le poison qui vient de la mer ne fait pas de distinction entre civil et militaire, monsieur le directeur. De plus, Laroche a parlé. Il a donné votre nom. Je pense qu'il serait préférable pour vous d'être auprès de votre avocat plutôt que d'être ici en ce moment. » Le directeur pâlit. Il regarda Dupuis. Le préfet lui fit un signe vague lui indiquant de sortir. Le directeur quitta précipitamment la pièce. Nous étions désormais seuls avec Dupuis. Le gouverneur s'est dirigé vers son bureau, a posé son verre et s'est penché vers moi. Le ton de sa voix avait changé. Il n'était plus amical, mais menaçant. « Écoute, Audrey, murmura-t-il, je comprends ce que tu essayes de faire. Tu veux être une héroïne, mais tu t'attaques à la mauvaise personne. Bernard était un idiot, il a commis une erreur. Mais moi, je suis Paris, Audrey. Je suis l'État. Même si tu publies cette vidéo, que crois-tu qu'il se passera? Une enquête sera ouverte, je dirai que je n'étais pas au courant, j'accuserai Laroche et je m'en sortirai. Mais toi, tu mettras fin à ta carrière. » J'ai souri, j'ai mis la main dans ma poche. « Tu as raison, dis-je, tu vas sacrifier Laroche. C'est ce que vous faites toujours, vous sacrifiez les pions pour sauver le roi. » Je sortis de ma poche le petit morceau de métal calcaire que j'avais trouvé le matin même dans la vanne de ce tuyau rouillé à l'usine, et le posa sur la surface polie de son bureau. Dupuis regarda l'objet posé sur la table. Au début, il ne comprenait pas ce que c'était, puis il plissa les yeux, et à ce moment-là, je vis le sang se retirer de son visage. Ce qui se trouvait sur la table était un cello en plomb. Il portait les armoiries du département et une date. Mais le plus important était la petite plaque qui pendait au bout du fin fil métallique sous le cello. « Tu sais ce que c'est, Antoine » demandai-je en me penchant en arrière. Il n'a pas pu répondre. « Ceci, dis-je, est le seau que j'ai trouvé ce matin sur la vanne de dérivation qui crachait du poison. Tu sais, ce tuyau que nous qualifions d'illégal. La vanne de ce tuyau a été scellée il y a 3 ans. Mais elle n'a pas été scellée en position fermée, mais en position ouverte. Autrement dit, c'est l'État lui-même qui a garanti que cette vanne resterait ouverte. » Dupuis duglutit. « Et le code sur le seau, ai-je poursuivi en montrant la plaque métallique du doigt. V2021X4. C'est ton code urgence spécial du préfet, Antoine. Ce seau ne peut être apposé sans ton ordre personnel. Laroche déversait ses déchets en mer, non pas avec votre autorisation, mais sur votre ordre direct. Probablement pour empocher les millions que vous avez gagnés grâce au coût d'élimination de ces déchets. » Dupuis s'effondra sur son siège. Il se couvrit le visage de ses mains. « Je ne savais pas, » murmura-t-il, mais sa voix n'était pas convaincante. « Tu le savais, dis-je, et maintenant toute la France le saura. Parfois, le mal ne se cache pas dans les rues sombres, mais dans les bureaux les plus lumineux, sous les signatures les plus élégantes, et ceux qui apposent ces signatures pensent qu'ils ne seront jamais pris, parce qu'ils croient avoir créé le système. Mais ils oublient une chose, chaque sceau laisse une trace. Si vous aussi vous aimez voir tomber le masque de ces lâches qui se cachent derrière le pouvoir, aimez et partagez notre vidéo, car ce cachet sera la dernière chose qui scellera la carrière d'Antoine. » Dupuis leva la tête. Ses yeux n'exprimaient plus l'arrogance, mais un désespoir négociateur. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « De l'argent? Une promotion? Le commandement de la marine? Un simple coup de fil et je vous envoie à Paris. » Je me suis levée. J'ai ajusté mon chapeau. « Mon grade me suffit, monsieur le gouverneur, dis-je, mais je pense que vous allez avoir besoin d'un nouvel endroit, une cellule, par exemple. » Je me dirigeais vers la porte. Au moment de sortir, je m'arrêtais et le regardais une dernière fois. « Ah, au fait, je garde le sceau, mais j'en ai remis une copie non pas au laboratoire criminel de la police, mais directement au procureur militaire. Tu n'as donc pas besoin d'appeler tes amis de la police pour leur demander de détruire les preuves. »
Lorsque je quittai la pièce, le silence dans le couloir était encore plus profond, mais cette fois, ce silence n'était pas dû à la peur, mais au respect. En sortant du bâtiment de la préfecture, j'ai pris une profonde respiration. La nuit commençait à tomber. Les lumières de Marseille étaient allumées. Le premier round avait été remporté par Laroche. Le deuxième round avait été remporté par Dupuis. Je les avais tous les deux mis KO. Mais dans mon fort intérieur, j'avais le sentiment que ce n'était que le début, car un homme comme Laroche et un préfet comme Dupuis ne prendraient pas un tel risque seuls. Il devait y avoir derrière eux une puissance internationale plus importante. Dans ces déchets, il y avait autre chose que des produits chimiques, et je n'allais pas m'arrêter tant que je n'aurais pas découvert ce que c'était. Quand je suis revenu au navire, le colonel Picard m'attendait avec un téléphone satellite à la main. Son visage était tendu. « Amiral, dit-il, ce n'est pas Paris qui appelle. Qui ? Le numéro est masqué, mais le signal provient du milieu de l'océan, des eaux internationales. Je pris le téléphone. Amiral Totou, dis-je. La voix à l'autre bout du fil était métallique et artificielle. Un modulateur de voix était utilisé. Félicitations, amiral, vous avez renversé nos pions, mais vous n'auriez pas dû renverser l'échiquier. Maintenant, préparez-vous au tsunami. Le téléphone s'est éteint. J'ai fixé mon regard sur l'horizon, sur la mer sombre. J'avais raison, la tempête ne faisait que le commencement. Préparez-vous au tsunami. Lorsque le téléphone s'est éteint, cette voix métallique et artificielle a continué à résonner dans mes oreilles. Les lampes rouges de nuit sur le pont rendaient l'atmosphère oppressante et tendue, comme à l'intérieur d'un sous-marin. Le colonel Picard et les autres officiers avaient compris la gravité de la situation à l'expression de mon visage. Il est difficile d'effrayer un amiral, mais il est possible de l'inquiéter, et à ce moment-là, j'étais inquiet face à un ennemi inconnu. Analysez le signal, et j'ordonnai en posant le téléphone sur la table. D'où venait cet appel? De quel satellite a-t-il été relayé? Donnez-moi les coordonnées. Le lieutenant Dubois, officier chargé de la guerre électronique à bord du navire, s'est plongé dans les écrans, ses doigts volant sur le clavier. « Monsieur, » dit Dubois d'une voix enthousiaste mais maîtrisée, « le signal est masqué par un cryptage très puissant. Il provient d'une source située au large de Marseille, à la limite des eaux territoriales internationales, à environ 22 000 marins au sud. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a ni navire ni île à ces coordonnées. Notre radar ne détecte rien à cet endroit. »« Un navire fantôme, » murmurai-je. « Ils ont désactivé leur dispositif AID, système d'identification automatique. Ils utilisent probablement une peinture ou une structure spéciale pour réduire leur signature radar. Ce n'est pas une simple opération de contrebande, colonel. Il s'agit d'une opération professionnelle, conforme aux normes militaires. » À ce moment-là, les écrans principaux du vaisseau se mirent à scintiller. L'image radar fut parasitée, des grésillements se firent entendre dans la radio. Les lumières du pont d'observation clignotèrent un instant. « Que se passe-t-il » s'écria Picard. « Nous sommes attaqués, » dit le lieutenant Dubois. « Mais ce n'est pas un missile, c'est une cyberattaque. Nous subissons un bombardement intense de paquets de données. Ils tentent de forcer nos pare-feux. La cible n'est pas le système de navigation du vaisseau. La cible, ce sont les serveurs du gouvernement. » Mes yeux s'écarquillèrent. C'était le tsunami. Pas une vague géante, mais une vague géante de données. « Ils essaient d'effacer les preuves, » dis-je en serrant les dents. Les aveux de Laroche, les enregistrements scellés du gouverneur Dupuis. Ils essaient de tout détruire à distance. Si ces enregistrements sont effacés, nous n'aurons plus aucun fondement juridique. Laroche sera libéré, le gouverneur reprendra ses fonctions, et moi, je serai traduit en cour martiale pour intervention militaire non autorisée. C'est l'arme la plus redoutable de l'ère moderne. On ne détruit plus les châteaux à coups de canon. D'une simple pression sur la touche « Entrée », on efface votre histoire, votre réputation et vos preuves. Mais ils oublient une chose, même dans le monde numérique, chaque agresseur laisse derrière lui une trace IP. Et si vous disposez du matériel adéquat, vous pouvez suivre cette trace et remonter à sa source. Si vous vous demandez comment la technologie peut être utilisée à la fois comme une arme et comme une bouclier, continuez à suivre cette série, car ce que nous allons faire dans un instant est une opération de rétro-ingénierie digne d'un manuel scolaire. « Lieutenant, » dis-je d'une voix glaciale, « ne passez pas en mode défense. » Dubois m'a regardé avec étonnement. « Monsieur, si nous n'éteignions pas les systèmes, ils vont tout effacer. » « Non,
ai-je répondu en m'approchant de l'écran. Si nous nous mettons en mode défense, nous ne ferons que gagner du temps. Nous devons passer à l'attaque. Laissez-les entrer. Laissez la porte ouverte. Mais, amiral ? C'est un ordre, lieutenant. Faites-les entrer. Créez un pot de miel entre les serveurs du gouvernement et nous. Laissez-les accéder à ce faux serveur. Laissez-les croire qu'ils effacent des données. Mais pendant qu'ils s'occupent de ces fausses données, suivez ce câble de connexion et trouvez-moi l'emplacement exact de ce maudit vaisseau fantôme. C'était risqué, très risqué. Si le lieutenant ne respectait pas le timing, toutes les preuves seraient réellement effacées. Mais sans prise de risque, pas de victoire. Les secondes s'écoulaient comme des heures. Les codes qui défilaient sur les écrans passaient du rouge au vert, puis du vert au rouge. « Ils sont à l'intérieur », dit Dubois, le front couvert de sueur. « Ils copient les fichiers, ils les effacent. Maintenant !» Le lieutenant appuya fermement sur la dernière touche du clavier. « C'est verrouillé », cria-t-il. « J'ai inversé la connexion. Je fais un ping et je le vois. » Sur la carte de l'écran principal, un point rouge clignotant apparut au milieu de la mer Noire. « Cible localisée », dit Dubois grisé de la victoire. « Coordonnées 43 degrés nord, 5 degrés est, à moins de 2000 marins de eaux internationales. Un navire ressemblant à un pétrolier de 80 mètres de long, nom la colère de Poséidon. » Picard se tourna vers moi. « Eaux internationales, monsieur, hors de notre zone de compétence. Si nous y entrons, cela provoquera une crise diplomatique. » Un sourire dangereux apparut vers mes lèvres. Une crise ? Nous étions déjà en pleine crise. « Colonel, dis-je en ajustant ma casquette et en m'asseyant dans le fauteuil du capitaine, connaissez-vous l'article « Poursuite immédiate » du droit maritime international ? Oui, monsieur. Si un criminel est poursuivi sans interruption alors qu'il échappe de nos eaux territoriales, il peut être intercepté dans les eaux internationales. Exactement, répondis-je. Et ce navire, en attaquant les serveurs de l'État français, a violé nos frontières, même si ce n'était que virtuellement. Donc techniquement, ils sont actuellement en fuite. J'ai allumé le haut-parleur du navire, il était temps de m'adresser à l'équipage. Attention, tout le personnel, ici l'amiral Totou. Si vous pensez que notre travail à Marseille est terminé, vous vous trompez. Le véritable ennemi ne se cache pas dans les rues sales de la ville, mais en pleine mer. Ils ont menacé de nous envoyer un tsunami. Allons leur montrer à quoi ressemble une véritable tempête. J'ai éteint le micro. Pleine vitesse en avant, ai-je dit. Passez en mode combat, activez les radars, déverrouillez les systèmes d'armement. Et lieutenant Dubois, à vos ordres, amiral. Envoyez un message à ce navire, sur notre fréquence, juste 2 mots. Que dois-je écrire, monsieur ? Écrivez ceci. Le chasseur arrive. Le redoutable quitta le port de Marseille en laissant derrière lui une traînée d'écume. Les lumières de la ville s'éloignaient, et devant nous, il n'y avait plus que la mer Noire et un ennemi sournois qui s'y cachait. Ce n'était plus une mission de protection de l'environnement, c'était une guerre maritime, et je n'avais pas l'intention de perdre dans mes propres eaux. Alors que notre navire prenait de la vitesse, la violence des vagues à l'avant augmentait. C'était comme si la mer elle-même se joignait à notre colère, la colère de Poséidon, un nom ambitieux. Mais même Poséidon devait craindre la fureur d'un amiral en colère. Je regardais l'horizon. Dans l'obscurité, je cherchais une silhouette indistincte. « Cachez-vous bien », murmurai-je. « Peu importe à la profondeur à laquelle vous vous enfoncerez, je vous trouverai, et je transformerai vos empreintes digitales en barreaux de fer. » Les eaux internationales, cette zone inquiétante où les lois s'estompent et les cartes deviennent floues, le redoutable fendait la nuit en poussant ses moteurs à fond, tandis que nous cherchions ce navire fantôme dans l'obscurité totale qui nous entourait. « Contact !» cria le radariste. « Distance 2000 mètres, à tribord avant. Ils essayent de s'échapper, mais ils ont peut-être une panne moteur. Leur vitesse a diminué. » Je levai mes binocles. Au milieu des vagues éclairées par la lune, la colère de Poséidon apparut. C'était un vieux pétrolier rouillé et mal entretenu de 80 mètres de long. Vu de l'extérieur, il semblait bon pour la casse, mais les énormes antennes paraboliques sur son pont et les épais câbles de refroidissement qui pendaient de sa coque prouvaient que ce navire ne transportait pas de pétrole. « Nous sommes à portée », dit le colonel Picard. « Que faisons-nous ? Donnons-nous l'ordre de tirer ? » « Pas encore, répondis-je. Donnons-leur d'abord une chance, une toute petite chance. » J'ai appuyé sur le bouton de la radio. J'ai émis un message sur le canal 16, le canal international d'urgence. La colère de Poséidon. Ici le navire français, le Redoutable. Dans le cadre du protocole poursuite à chaud, vous avez violé nos eaux territoriales et mené une cyberattaque. Coupez vos moteurs et mettez-vous en position d'abordage. Ceci est notre dernier avertissement. Il y a eu un grésillement dans la radio.
Puis, à la place de ce son métallique, j'ai entendu une voix humaine parlant avec un accent anglais et débordant de confiance en soi. Navire français, nous sommes ici dans les eaux internationales. Vous êtes hors de votre zone de compétence. Si vous approchez à moins d'1 mille, nous considérerons cela comme un casus belli. Notre pavelon est panaméen, notre exploitant est une société singapourienne. Nous jouissons d'immunité. Faites demi-tour. Je souris. Immunité, le mot préféré des criminels. Colonel, dis-je dans une voix calme, visez le canon de 20 mm à l'avant du navire, 5 mètres devant la ligne de flottaison. Je veux un seul tir. Contentez-vous de les mouiller. Bien reçu, amiral. Boum! Le silence de la nuit fut déchiré par l'explosion du canon. Le projectile frappa l'eau juste devant la proue du navire fantôme, soulevant un énorme panneau d'eau. C'était l'équivalent maritime de « Si vous ne vous arrêtez pas, le prochain projectile vous atteindra ». La panique s'empara immédiatement du navire ennemi. Des jurons fusèrent dans la radio. Leur vitesse diminua drastiquement. « Descendez les bateaux », Armège dit. « Nous montons à bord. » Alors que nous avancions sur la mer agitée à bord du Zodiac, je sentais à nouveau ce nœud familier dans mon estomac. Cette fois-ci, nous n'envahissions pas une usine, nous entrions dans un château flottant équipé d'une technologie inconnue dont nous ignorions qui se trouvait à l'intérieur. Lorsque nous avons grimpé à bord, ce ne sont pas des mercenaires armés de fusils légers qui nous ont accueillis, mais un groupe de techniciens en costume, portant des lunettes et l'air effrayé. Le capitaine du navire était un homme sévère, originaire du bloc de l'Est, mais à la vue des commandos français qui l'entouraient, il avait déjà les mains sur la tête. « C'est un acte de piraterie », s'écria le capitaine. « Vous devrez rendre des comptes devant les tribunaux internationaux. » Je l'ai ignoré et me suis dirigé vers la partie cargo du navire. Lorsque nous avons ouvert la trappe de la cale, l'air chaud qui m'a frappé au visage et le bruit incroyable m'ont étourdi pendant un instant. Je m'attendais à voir des réservoirs de pétrole ou de déchets, mais ce que j'ai vu semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. L'intérieur du navire était entièrement vidé et rempli d'énormes racks de serveurs. Des milliers de lumières bleues clignotaient, d'énormes ventilateurs vrombissaient et des centaines de câbles épais recouvraient tout comme une toile d'araignée. Ce n'était pas un navire, c'était un centre de données flottant. « Incroyable !» murmura le lieutenant Dubois à côté de moi. « Monsieur, c'est un Black Data Haven. Toutes les données illégales et intraçables du monde sont stockées ici. Secrets gouvernementaux, trafic d'argent sale, cassettes de chantage, ils les gardent en mer pour échapper aux lois de tous les pays. » Puis, j'ai remarqué ces gros tuyaux entre les serveurs. « Le système de refroidissement », dis-je en m'approchant des tuyaux. « Ils ne refroidissent pas cela avec de l'eau de mer. Le liquide dans ces tuyaux… » J'ai posé ma main sur la vanne du tuyau. Le tuyau était glacé, mais on sentait la densité de ce qui circulait à l'intérieur. « Ce liquide, ce sont les déchets de l'usine de La Roche, » ai-je dit. Ce qu'ils appellent des déchets toxiques est en fait un liquide de refroidissement chimique spécial à haute performance. La Roche pollue la mer, tout en fournissant du carburant à ce navire. Les pièces du puzzle s'assemblaient. L'usine n'était qu'un paravent. L'activité réelle se déroulait sur ce navire, au milieu de la mer. La Roche fournissait un soutien logistique à ce navire grâce à la gaine du tuyau d'évacuation. Et le gouverneur Dupuis d'Estard, en protégeant cette opération, touchait probablement une part de l'un des plus grands réseaux de blanchiment d'argent du monde. Si vous pensez que l'Internet se trouve dans un nuage, vous vous trompez. Vos données ne sont pas dans le ciel, elles sont cachées dans le ventre de navires rouillés comme celui-ci, dans des eaux sombres. Si vous voulez voir que la réalité est plus froide et plus dure que le monde virtuel, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Car les secrets qui vont bientôt sortir de ces serveurs vont bouleverser non seulement la France, mais aussi une bonne douzaine de gouvernements. « Lieutenant », ai-je dit, « que contiennent ces serveurs? Pouvons-nous tout copier ? » Monsieur, cela représente des pétaoctets de données. Il faudrait des jours pour tout copier. Mais si nous trouvons le serveur de contrôle principal, à ce moment précis, cette voix métallique retentit dans les haut-parleurs du navire. Mais cette fois, elle provenait du système interne du navire. « Amiral Taotou, vous êtes allé trop loin. Ce navire est programmé à s'auto-détruire. Si les données sont compromises, le système de refroidissement s'inverse et une surchauffe se produit. » Les voyants bleus des serveurs virèrent soudainement au rouge. Le bruit des ventilateurs commença à monter en puissance comme d'un moteur à réaction. La température augmentait de seconde en seconde. « Nous n'avons pas le temps », cria Dubois. « Dans 5 minutes, cet endroit va se transformer en fournaise. Toutes les piches vont melter. » Mes yeux se fixèrent sur le terminal principal au milieu de la salle des serveurs.
Nous n'allons pas tout copier, lieutenant, ai-je dit, en courant vers le terminal. Nous allons seulement récupérer le fichier répertoire, la liste de ce que chacun a stocké. Nous avons besoin des noms, non du contenu. Alors que la température augmentait, j'ai atteint le terminal en sueur. J'ai planché ma clé USB, une barre de chargement apparut sur l'écran. 10%, 20%. Les câbles en plastique autour de nous commencèrent à fondre, libérant du fumée toxique dans l'air. « Amiral, nous devons sortir d'ici !» cria l'un des commandos. « Attendez !» ai-je répondu. Mes yeux étaient rivés sur l'écran. 85%, 90%. La température était désormais insupportable. J'ai retiré ma veste. J'avais du mal à respirer. 99%. Et chargement terminé. J'ai retiré la mémoire. « Courez !» ai-je crié. Lorsque nous sommes montés sur le pont du navire et avons sauté dans les canaux, des détonations sourdes provenaient de la colère de Poséidon derrière nous. Alors que notre canot Zodiac s'éloignait, une fumée noire et épaisse s'élevait de la cheminée et des bouches d'aération du navire. La destruction était totale. Les serveurs, les données, les secrets, tout avait fondu en un amas de plastique et de silicone. Dans le canot, je regardais la petite clé USB que je tenais dans ma main. Elle brûlait dans ma paume. « Ils pensent avoir tout brûlé », dis-je, avec un sourire mêlé d'ironie. Mais ils ont oublié une chose. J'ai l'index. Je sais désormais qui cache quels secrets inavouables. Le colonel Picard nous faisait signe depuis le pont du Redoutable. « On rentre à la maison, amiral ?» J'ai hoché la tête. « Non, colonel. Quand j'aurai vu les noms dans cette mémoire, rentrer chez nous sera la dernière chose que nous voudrons faire, car cette liste nous mènera directement à la tête du serpent. » Nous étions dans le centre des opérations militaires du Redoutable. Dehors, le soleil se levait, la célèbre lumière dorée de Marseille apparaissait à l'horizon. Mais dans la pièce où nous nous trouvions, il n'y avait ni temps ni lumière. Il n'y avait que la lueur bleu pâle des écrans et le bruit des doigts du lieutenant Dubois tapant sur le clavier. Sur la table devant nous se trouvait cette petite clé USB couverte de traces de brûlure. La seule chose que nous avions sauvée de la colère de Poséidon, de cet enfer de feu. « Le cryptage est très lourd, amiral, » dit Dubois en se frottant les yeux. « Il dépasse les normes militaires. Ils ont utilisé des algorithmes de cryptage quantique. Normalement, cela prendrait des mois pour le déchiffrer. »« Nous n'avons pas des mois, lieutenant, » dis-je en regardant le petit bout de métal posé sur la table. « Les hommes qui ont coulé ce navire savent que nous avons cette clé USB. Ce n'est plus nous qui chassons, mais eux qui nous chassent. Ils vont nous attaquer d'un moment à l'autre. Vous n'avez donc pas besoin d'être poli pour enfoncer cette porte. Utilisez un marteau. » Dubois hocha la tête. « Un marteau ? Compris. Je lance une attaque par force brute, mais je vais devoir y consacrer toute la puissance de calcul du vaisseau. Les radars et les systèmes de défense seront réduits à 40%. Vas-y, dis-je. Nous fermerons les yeux, mais nous ouvrirons cette boîte. » Les codes défilant sur les écrans s'accélérèrent. Le ronnement des générateurs du vaisseau s'intensifia. Les lumières vacillèrent légèrement. C'était comme si le Redoutable gémissait sous le poids de cette charge numérique. Et puis, ce bruit. Ding. « Nous y sommes, » murmura Dubois. Sa voix tremblait. Une arborescence de fichiers s'ouvrit à l'écran. Des dossiers. Des milliers de dossiers. Mais les noms, quand je vis les noms, mon sang se glaça. Ce n'était pas seulement un service de stockage de données, c'était une banque de garanties. Les noms des dossiers correspondaient aux plus grands noms de la politique, du monde des affaires et des médias français. Des ministres, des PDG, des journalistes célèbres, des juges. À côté de chaque dossier figurait une taille de fichier et une catégorie. Corruption, blanchiment d'argent, scandale, trahison. Ceci, dit le colonel, horrifié en regardant l'écran, ceci représente la moitié de la République. Si ces données sont divulguées, le gouvernement tombera, la bourse s'effondrera, ce sera le chaos. C'est justement le but, colonel, répondis-je. Ce vaisseau n'était pas un coffre-fort, mais une collection de colliers. Toutes les personnes figurant dans ces dossiers étaient obligées de servir le propriétaire du vaisseau. Mes yeux se portèrent sur le haut de la liste, sur le dossier « Admin ». Contrairement aux autres, il n'était pas crypté, il ne contenait qu'un seul nom. J'ai cliqué dessus. Une photo et une biographie sont apparues à l'écran. Julian Sinclair. Un profond silence s'effit à la pièce. Julian Sinclair, le milliardaire technologique le plus aimé de France, le pionnier de la révolution énergie verte. Cet homme, charismatique et philanthrope, qui parlait sans cesse du réchauffement climatique à la télévision et créait des fondations pour nettoyer les océans. « Ce n'est pas possible, » dit Dubois. « Sinclair ?
Mais c'est le concurrent du holding principal de l'usine L'Avenir Chimique. Il les critiquait sans cesse. J'ai laissé échapper un rire amer. Un camouflage parfait. Il apparaît comme un concurrent, mais en réalité, c'est vous qui tirez les ficelles dans l'ombre. L'usine de La Roche produit des déchets toxiques qui servent à refroidir le navire de données de Sinclair, grâce auquel celui-ci fait chanter tous ses concurrents. Un monstre déguisé en écologiste. C'est là la plus grande illusion du monde moderne. Ceux qui nous sont présentés comme des héros sont parfois les architectes du plus grand mal. Si vous n'avez pas peur de rechercher la vérité et que vous voulez voir tomber les masques, activez vos notifications. Car ce que nous allons faire dans quelques instants n'est pas seulement une révélation, c'est une révolution. Amiral, dit Picard, le bureau de Sinclair à Paris est une forteresse. Nous ne pouvons pas le toucher. Son pouvoir politique est 1000 fois supérieur à celui du gouverneur Dupuis. Nous parlons d'un homme qui prend son petit déjeuner avec le président. Même si nous remettons cette liste au procureur, le dossier sera classé sans suite pour des raisons de sécurité nationale. Vous avez raison, colonel, dis-je en regardant le visage souriant à l'écran. La loi n'est parfois qu'une simple recommandation pour les puissants. S'ils fixent les règles, nous changerons les règles du jeu. Que faisons-nous ? J'ai sorti mon téléphone de la poche intérieure de ma veste. Nous allons appeler Sinclair, ai-je dit. Quoi ? Vous voulez l'avertir ? Non. Je veux l'inviter à monter sur scène. Lieutenant Dubois, pouvez-vous connecter les systèmes de communication du vaisseau à toutes les fréquences radio locales de Marseille et aux écrans géants des places publiques ? Ce serait une diffusion pirate, monsieur. C'est illégal. Nous avons déjà franchi la ligne rouge, lieutenant. Pouvez-vous le faire ? Oui, monsieur. Je peux diffuser votre message sur tous les haut-parleurs de Marseille dans 10 minutes. Parfait. Je sais que Sinclair est actuellement à Marseille pour le sommet pour une mer propre. Il séjourne sur son yacht. Nous allons lui faire une petite surprise. J'ai pris mon téléphone. J'ai trouvé le numéro privé et crypté de Sinclair dans le dossier Communication de ma clé USB. Je l'ai appelé. Il a répondu après 2 sonneries. « Qui êtes-vous » demanda cette voix si familière, calme et charismatique, mais elle trahissait une légère inquiétude. Il devait être inquiet d'avoir perdu le contact avec la colère de Poséidon. « Bonjour, Juliane, ai-je dit. C'est Audrey, celle qui s'occupe de la femme que vous voulez enterrer sous le béton, mais dont le véritable travail consiste à nettoyer vos saletés. L'amiral. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Amiral Tautou, » dit Sinclair d'une voix glaciale, « vous faites une grave erreur en m'appelant. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé sur ce navire, mais... » J'ai tout trouvé, Juliane. J'ai trouvé vos liens, les ministres, les juges, les journalistes. Je vois comment vous les manipulez tous. Tu ne peux pas le prouver, ces données sont cryptées, et si tu donnes cette mémoire à quelqu'un, ta carrière sera terminée. Tu seras condamné à perpétuité pour vol de secret d'État. C'est vrai, ai-je répondu, c'est pourquoi je ne donnerai cette mémoire à personne. Alors que veux-tu ? De l'argent ? Combien ? Dis-le-moi, je te le verserai sur ton compte. Je souris. Ces types, ils pensaient que tout avait un prix. Je ne veux pas d'argent, Juliane. Je suis un soldat. Je veux juste faire mon devoir. Et mon devoir est de protéger la patrie, contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Viens au fait, Tautou. Je t'attends au vieux port de Marseille, dans 1 heure. Tu te présenteras devant le public. Tu tiendras devant les caméras. Tu es fou. Pourquoi irais-tu ? Parce que, dis-je, en posant ma main sur la touche entrée du clavier, si tu ne viens pas, mon lieutenant va envoyer d'un simple clic les 100 dossiers les plus sensibles de cette liste à toutes les agences de presse françaises, aux réseaux sociaux et au dark web, sous le nom Archives Sinclair. Julien respira plus rapidement. Il savait que je ne bluffais pas. « Si tu fais ça, le pays va brûler, » dit-il en sifflant. « Alors viens ici, avant que je n'allume une allumette, Julien. Tu as 1 heure. Sinon, je mettrai le feu. » Je raccrochai le téléphone. Picard me regardait avec horreur. « Amiral, allez-vous vraiment les publier ?» Je me tournai vers lui. Mon visage affichait une expression fatiguée mais déterminée. Parfois, pour éliminer un cancer, il faut aussi couper et jeter les tissus sains, colonel. S'il ne vient pas, oui, je le ferai. Mais il viendra. Son orgueil et sa peur le ramèneront ici. Préparez-vous, ai-je dit à l'équipage. Enfilez vos uniformes de cérémonie, astiquez vos armes. Les Marseillais vont assister à un vrai spectacle aujourd'hui. Mais cette fois, je ne serai pas sur scène.
Sur scène, il y aura un marionnettiste qui tirera ses propres ficelles. Nous avons de nouveau tourné la proue du navire vers le port. Le dernier acte allait commencer. Et dans cet acte, soit nous descendrions de scène en héros, soit en traîtres. Il n'y avait pas d'entre-deux. À midi pile, le dessous de cette immense structure miroitante du vieux port de Marseille était bondé, à tel point qu'on n'aurait pas pu y lancer une épingle. Le lieutenant Dubois avait tenu parole. Tous les écrans géants de la ville, même ceux des cafés du quai, ne diffusaient qu'une seule image, moi, seul à la proue du Redoutable, sous le drapeau français flottant au vent. Et juste en face de moi, Julien Sinclair descendait d'un yacht de luxe amarré au quai. Julien, avec son sourire impeccable habituel, sa chemise en lin blanc et ses lunettes de soleil, posait le pied sur le quai. Il n'était pas entouré de gardes du corps, mais de caméras. Il était tellement sûr de lui. Il pensait que cette foule s'était rassemblée pour l'applaudir, ou du moins il croyait pouvoir tourner la situation à son avantage. Il s'est dirigé vers moi. Il s'est arrêté à 10 mètres de moi. Il a ajusté son micro. Il était prêt pour le spectacle médiatique. « Amiral Tautou !» s'écria-t-il en écartant les bras. Sa voix résonna dans les haut-parleurs du port. « Vous m'avez invité ici, devant le peuple. Je suis venu, parce que je n'ai rien à cacher. Mais je constate que vous utilisez les moyens militaires de l'État pour régler un compte personnel. Pourquoi ce navire est-il ici? Pourquoi y a-t-il des soldats armés au milieu de la ville ?» Des murmures s'élevèrent dans la foule. Julien était maître dans l'art de manipuler les gens. Il me présentait comme un putschiste et se posait en démocrate victime. J'ai pris le micro. « Tu as raison, Julien, » dit d'une voix calme. « Les soldats doivent être dans leur caserne, les navires doivent être en mer, et les hommes d'affaires doivent être honnêtes. » Je sortis de ma poche la petite clé USB brûlée et la levai en l'air. Le soleil se reflétait sur le métal. « Tu connais cette clé, Julien ?» J'ai senti les yeux de Julien se plisser derrière ses lunettes, mais il n'a rien laissé paraître. On dirait les goodies rétribués dans les salons technologiques. Qu'y a-t-il dedans? Vos photos de retraite? Non, ai-je répondu. Il contient ta voix. Je tournai légèrement ma tête vers le lieutenant Dubois. Maintenant, lieutenant. Et à ce moment-là, ce n'était pas la voix suave et charismatique de Julien qui retentit dans tous les haut-parleurs de Marseille, mais sa voix paniquée et négociatrice au téléphone. J'ai tout trouvé, Julien. J'ai trouvé ces colliers. Ma voix. Tu ne peux pas le prouver. Alors, que veux-tu? De l'argent? Combien? Dis-le, je te le verserai sur ton compte. La voix de Julien. Les milliers de personnes présentes sur la place se figèrent. Le sourire factice sur le visage de Julien se figea, son teint devint plus pâle que sa chemise. « C'est un montage !» s'écria-t-il, la voix tremblante. « C'est de l'intelligence artificielle, on complote contre moi. »« Ah bon ?» dis-je. « Et ces documents alors ?» Sur l'écran géant derrière moi, les documents provenant de la clé USB commencèrent à défiler. Les transferts d'argent de l'usine L'Avenir Chimique vers le navire Poséidon Suri, les originaux des faux rapports signés par le gouverneur Dupuis, et le pire, les relevés bancaires montrant que les dons de Julien à la Fondation pour la purification des océans servaient en réalité à financer les serveurs de ce navire de données. La foule ne murmurait plus, elle criait de rage. Les gens avaient compris que l'homme qu'ils considéraient comme un héros était en réalité à la tête du système qui les empoisonnait. Julian regarda ses gardes du corps. Eux aussi s'étaient retirés. Il regarda autour de lui. Il n'avait nulle part où s'enfuir. Du côté de la mer, il y avait mon bateau. Du côté de la terre, une foule en colère. « C'est illégal !» s'écria Julian. « Ces données ont été volées. Vous ne pouvez pas les utiliser devant un tribunal. » Je m'approchai de lui. Je m'arrêtai juste devant lui. J'étais si près que je pouvais sentir l'odeur de sueur froide sous son parfum coûteux. « Tu sais, Julian, » lui dis-je dans un murmure, d'une voix que lui seul pouvait entendre. « Les procès sont longs. Les avocats comblent les lacunes, mais la conscience du public, elle rend son verdict immédiatement. Et à l'instant même, tu es condamné à la prison à vie dans cette conscience. » On entendit des sirènes. Cette fois-ci, ce n'étaient pas les policiers locaux sous le contrôle du préfet Dupuis qui arrivaient. C'étaient les équipes de la gendarmerie nationale. Elles venaient directement de Paris, sur ordre du procureur militaire. Le capitaine de gendarmerie s'est présenté devant Julian. « Monsieur Sinclair, vous êtes arrêté pour trahison, création d'une organisation criminelle et terrorisme environnemental. » Lorsque les manottes furent passées à ses poignets, Julian me regarda. Ses yeux étaient remplis de haine.
Tu crois avoir gagné, dit-il. Mais ce système ne changera pas, Audrey. Quelqu'un d'autre prendra ma place. Je souris. Il essayait de me rabaisser, comme il l'avait fait avec la hippie au début de l'histoire. Qu'ils viennent, ai-je répondu. Nous sommes là. Alors que Juliane était embarquée dans le fourgon de police, la foule applaudissait. Mais je ne m'attendais pas à des applaudissements. Je me suis retournée et j'ai marché vers mon vaisseau, vers mon équipage. Le colonel Picard m'a salué. « Vos ordres, amiral ?» Je regardais la clé USB que je tenais dans ma main. Elle contenait les secrets inavouables de Juliane et de centaines d'autres personnes. « Je vais remettre cela en main propre au procureur militaire, colonel, » ai-je répondu. Ce n'est que la première étape du nettoyage. 3 mois plus tard. Une matinée ensoleillée à Marseille. Je suis assis dans ce petit café sur le quai, je ne porte pas mon uniforme, je suis en civil. Je lis le journal en sirotant mon café. À la une, l'usine L'Avenir Chimique va être démolie. Un parc public sera construit à la place. Dans le coin inférieur, une petite nouvelle. L'ancien gouverneur Dupuis et l'homme d'affaires Bernard Laroche ont été condamnés à 15 ans de prison. Le procès de Juliane Sinclair se poursuit, tous ses biens ont été saisis. Je plie le journal et le pose sur la table. Je regarde la mer. L'eau a perdu sa couleur grise de l'hier et a retrouvé sa teinte turquoise éclatante. Les pêcheurs remontent leurs filets. Les mouettes crient. Tout semble être revenu à la normale. Mais rien n'est plus comme avant. Car désormais, tout le monde le sait. Il n'y a pas que des poissons sous cette mer. Sous cette mer, il y a des yeux qui la protègent. Le serveur s'approche de moi. C'est un jeune garçon. « Vous désirez autre chose, madame ?» me demande-t-il. Il ne me connaît pas. Pour lui, je ne suis qu'une femme d'âge mûr assise sur le quai. Je souris. « Non, merci, dis-je. Je profite simplement de la vue. » Je paie l'addition et me lève. Le vent me frappe le visage. Parfois, la justice ne se fait pas dans les grandes salles d'audience. Mais dans ce moment de silence où une femme obstinée dit non. Et parfois, une tempête ne nettoie pas seulement l'air, mais le monde entier. Je suis Audrey Tautou, la protectrice de Marseille. Et ma garde ne s'achève jamais. Si vous avez aimé cette histoire, ce long et difficile parcours où la justice finit par triompher, partagez-la avec vos proches. Car le mal grandit dans le silence, tandis que le bien grandit lorsqu'il est partagé. À bientôt pour le prochain dossier. En attendant, restez en eau calme.